Oui, vous êtes là. Alors, partage d'écran. Ils sont participants, très bien. Maximum. Alors, vous nous entendez? Vous voyez le partage de l'écran? Oui. Très bien, parfait. Très bien. Alors, vous avez avec vous Madame le frère. Elle va commencer à vous expliquer ce qu'il y a à expliquer. Après, vous posez vos questions. D'accord? Alors, les éléments du cycle. Donc, tu as un cycle, vous avez le parasite, vous avez l'hôte intermédiaire, vous avez l'hôte définitif et éventuellement le réservoir. Le son est faible, madame. Pardon? Le son est faible. Alors, j'ai dit pour les éléments du cycle. Donc, votre TD, c'est l'étude morphologique des cycles évolutifs des protozoaires et des helminths. Vous entendez? Voilà la conversation. C'est bon? Oui, madame, oui. Alors, Un peu mieux. Oui. C'est mieux? c'est mieux? Il faut couper vos micros à vous, entre vous, comme ça vous pouvez écouter. Très bien. Alors, les éléments du cycle parasitaire. Pour qu'il y ait une constitution d'un cycle, il faudrait qu'il y ait un parasite, un hôte définitif, hôte intermédiaire et éventuellement les réservoirs de parasites. L'hôte, donc le parasite, c'est l'agent pathogène. L'hôte définitif, il va héberger la forme sexuée du parasite, donc la forme adulte. On vous a donné comme exemple, si vous vous rappelez vos cours sur l'ascaris lumbricoides. Ça va, vous suivez? Pour lequel l'homme est l'hôte définitif. Vous suivez, oui ou non? Oui, madame. Alors, donc, je reprends comme exemple, nous avons donné donc l'ascaris pour lequel l'homme est hôte définitif. Nous avons également pour l'hôte intermédiaire, il va héberger la forme non sexuée, donc la forme larvaire. Et nous vous avons donné comme exemple le porc, l'hôte intermédiaire du Taenia solium. Dans le cas de l'hôte définitif, l'homme, c'est-à-dire l'hôte définitif, ça veut dire c'est l'hôte qui va héberger le parasite sous sa forme adulte. Très bien. Ou sexuée, où il y a la fécondation du parasite. Quand il est intermédiaire, il va héberger la forme larvaire. Voilà. La larve, comme le cas du porc. Bon, le cas du porc. Donc, le Taenia solium, le porc va héberger la larve Cysticercus cellulosé. D'accord? Le réservoir de parasites, donc c'est lui qui va héberger le parasite et va éventuellement le disséminer pour éventuellement il soit être transmis à l'hôte définitif et à l'hôte intermédiaire. Nous avons comme réservoir l'homme, les animaux et le milieu tellurique. Donc, ces trois paramètres peuvent être donc réservoirs de parasites. D'où on puise, si vous voulez, la forme infectieuse ou l'infectante d'un parasite. Ça peut être l'hôte humain, comme ça peut être, nous, par exemple, dans l'hôte humain en tant que réservoir, on représente, c'est quoi tellurique? C'est la terre, le sol. L'hôte humain, quand on est réservoir, il y a la notion de portage asymptomatique ou sain. On va pas exprimer les symptômes, mais on est porteur de parasites, c'est le cas du coronavirus maintenant. On est porteur du parasite et on n'exprime pas vraiment les signes cliniques, mais on est contagieux. Et on représente un réservoir pour le parasite, d'où l'environnement puise le parasite, la forme infectante du parasite, ça sort de l'humain, comme ça peut sortir des animaux, comme ça peut se retrouver dans le sol, dans la terre, l'eau aérienne, etc. C'est-à-dire dans le milieu extérieur. Tellurique, c'est essentiellement la terre.
mais ça peut être également l'eau ou autre. D'accord? Ça va, vous suivez? Ça va? Le son est toujours faible? Est-ce que vous dites OK si c'est bon? Parlez, madame. Non, c'est toujours faible. Oui. C'est bon, très bien. Ça va? Alors maintenant, ayant vu donc les éléments du cycle, on va voir les voies d'entrée du parasite et les voies de sortie. Les voies d'entrée des parasites conditionnent la mise en œuvre d'une prophylaxie individuelle. D'accord? Et vous avez pas mal de voies de pénétration, d'entrée du parasite. Vous avez la voie digestive, vous avez la voie cutanée ou muqueuse, vous avez la voie transcutanée active et la voie aérienne, éventuellement par inhalation. Alors, comme voie digestive, on vous a donné le cas du kyste d'Entamoeba histolytica. Nous allons donc ingérer le kyste histolytica par voie digestive. C'est selon les habitudes culinaires de l'individu. On va manger la forme de contamination. Le kyste, qui est la forme de résistance et de dissémination, c'est elle qui va résister dans le milieu extérieur et éventuellement, c'est elle qui va transmettre le parasite d'un sujet à un autre. Éventuellement, alors, l'évolution, c'est selon donc pas mal de critères. On vous a donné ces détails au niveau du cycle de l'Entamoeba histolytica / dispar. Vous avez également comme exemple l'œuf d'Enterobius vermicularis, l'oxyure, qui est directement infestant. Vous avez également la larve de Phaseola hepatica. Lorsque vous ingérez des aliments souillés par la métacercaire enquistée, éventuellement, vous allez donc ingérer avec la larve. Donc, voie digestive selon les habitudes culinaires de l'individu. Juste à noter, faites la différence entre voie de contamination et forme de contamination. La voie de contamination, quand elle est digestive ou orale, on va manger, ou c'est pas inhaler, mais manger la forme de contamination. Cette forme de contamination, ça peut être un kyste de protozoaire, comme ça peut être un œuf d'helminth ou une larve d'helminth. On va manger ces différentes formes selon l'espèce, hein, le mode de contamination ou la forme de contamination selon les espèces parasitaires. Ça peut être un kyste lors des protozoaires, comme ça peut être des œufs ou des larves. S'il vous plaît, faites la différence entre voie de contamination et forme de contamination, c'est-à-dire c'est le stade parasitaire. Madame, j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement? La différence entre voie et forme. Alors, la voie de contamination, c'est selon les habitudes, le mode par lequel va pénétrer le parasite au niveau de l'organisme. D'accord? Et la forme parasitaire. Et la forme infectante parasitaire, c'est-à-dire la forme qui est infestante, qui va être transmise par voie digestive, selon les habitudes culinaires de l'individu. Donc, le kyste, c'est la forme infestante, et la voie digestive, c'est le mode par lequel le parasite pénètre à l'intérieur de l'organisme humain. D'accord? C'est bon? D'accord, merci. Alors, vous avez également la consommation de végétaux. Donc, on regroupe un peu tout et on rajoute les crudités souillées telles que pour la larve de douve, la chair parasitée telle que la larve de trichine, éventuellement les larves de ténia. Lorsqu'on ingère de la viande mal cuite de bœuf, nous allons ingérer avec la larve Cystosarcus bovis, n'est-ce pas? Ça va? Oui, madame, merci. Très bien. C'est-à-dire, ici, c'est des exemples de voies digestives, de modes de contamination, comment à la faveur de consommation de quoi? Soit on va boire de l'eau contaminée ou souillée par les kystes, on va manger des œufs, on va manger des végétaux crus, mal lavés, qui sont contaminés par des larves ou des kystes, etc. Ou on mange de la viande mal cuite qui contient la larve du parasite et c'est comme ça qu'on se contamine. Ça, c'est des exemples de comment également, toxoplasma, on peut se contaminer à la faveur de quelles sont ces habitudes culinaires, comment on va manger ces formes de contamination et selon les différents parasites, on va avoir un stade, œuf, kyste ou larve. Alors, éventuellement, ça, c'est une petite initiation puisqu'on vous a donné les cycles où vous avez et le mode de contamination et la voie de pénétration et de sortie du parasite. D'accord? Oui, voie de contamination, c'est la forme, c'est le mode de Contamination.
La porte d'entrée, exactement. Voilà, la porte d'entrée, la porte de sortie. Et la forme infestante. Vous avez également la voie cutanée ou cutanéo-muqueuse. Contact direct, donc infection individu sain et infecté. Et on vous a donné le cas du pouls, du sarcopte de la gale, du trichomonas vaginalis. Ça va? Contact interhumain, direct. Consommation donc verticale, mère-enfant, donc contamination pardon verticale mère-enfant. Et vous avez le cas le plus répandu, c'est qu'on revoit tout le temps, c'est le cas de la toxoplasmose, Toxoplasma gondii. Ça va? Ensuite, transcutanée, vous avez active et passive éventuellement. Alors active, c'est par le parasite lui-même et on vous a donné le cas des anguillules et des ankylostomes et on vous a montré qu'en fait le fait de marcher à pieds nus ou de se baigner dans des eaux stagnantes dotées de larves qui vont éventuellement être transmises à l'homme. C'est le cas donc des schistosomes, des bilharzies dans les baignades d'eau douce ou alors piqûre d'un vecteur hématophage, c'est le cas du paludisme par exemple. S'il vous plaît, là, il faut faire également une différence entre la voie transcutanée active. Quand on dit active, c'est-à-dire le parasite lui-même qui va traverser la peau même saine, non lésée. Justement, il ne s'est pas marqué. Là, vous avez les exemples. Soit quand on marche pieds nus, les pieds sont la peau des pieds, elle est intègre. C'est le parasite lui-même qui a la capacité de liser la peau et de la franchir et de contaminer l'autre qui marche pieds nus. Ou dans la baignade, dans des eaux contaminées par les larves de schistosome, également. C'est à travers la peau où il y aura passage du parasite qui lui-même traverse la peau saine. Dans le cas de la transcutanée passive, facilitée par une piqûre d'insectes, notamment les anophèles pour le paludisme, les Culex et Aedes pour les microfilaires, les filaires. C'est des parasites qui se tiennent dans la trempe d'un vecteur et ils traversent la peau, mais à travers, facilité par la piqûre de l'insecte. Ils ne vont pas traverser la peau seuls, mais il faut qu'il y ait facilitation par une piqûre d'insecte qui va les injecter à travers la peau. Et c'est comme ça qu'on se contamine. Ça reste à travers la peau, mais c'est une transcutanée passive, facilitée. C'est ça la différence, s'il vous plaît, entre l'active et la transcutanée passive, facilitée par les insectes vecteurs. On parlera souvent de maladies vectorielles. C'est exemple le paludisme, exemple les leishmanies, exemple également les microfilaires, les filarioses, etc. Alors, vous avez à partir du chancre d'inoculation, donc la transmission passive par l'intervention du vecteur. Transmission active, et on prend le cas de la bilharziose urogénitale qu'on retrouve en Algérie, c'est à partir de la forme infestante qui est la furcocercaire. Et il a la capacité enzymatique de liser, de pénétrer au niveau de l'organisme. Parce qu'ils se disent pourquoi, comment sont piqûres. C'est la physiopathologie, la physiologie du parasite. Il est capable de traverser sa nature, son cycle évolutif, il est comme ça. Il est aquatique, il nage dans l'eau et il attend le passage d'un hôte, humain notamment, pour le parasiter. Il a la capacité naturelle de traverser la peau sans qu'elle soit lésée. Le parasite, il a des enzymes, voilà, il a un chimiotactisme pour la peau et il est capable de la liser, de la traverser, laissant derrière lui une dermatite bilharzienne ou parasitaire, mais il est capable de le traverser sans qu'il y ait piqûre. D'accord? C'est comment dirais-je, c'est la physiologie du parasite, elle est comme ça. Si on revient au cycle, là on fait, je vous ai dit, juste une ébauche pour éventuellement que vous arriviez à comprendre les cycles. Vous voyez qu'il y a une nette différence entre la transmission passive, transcutanée et active, éventuellement au niveau des différentes voies de pénétration du parasite. Et vous avez également la voie aérienne par inhalation. Dans l'exemple le plus courant qu'on revient, donc c'est un champignon, c'est le pneumocystis. Donc Girovesci, qui est facilement donc inhalé pour donc se retrouver au niveau de l'organisme humain. Ça va? Parasite lui-même, vous avez donc l'anguillulose, l'ankylostomiase, les microfilaires, les schistosomes. Et par voie passive, vous avez le paludisme, la leishmaniose et les microfilaires éventuellement.
Attends. C'est clair là? C'est bon? Oui, les deux sont transcutanés. Très bien, on avance. Alors maintenant, éventuellement, les voies de sortie, elles conditionnent les modalités de l'examen parasitologique et les mesures de prophylaxie collective, d'accord? C'est écrit, Élisée. Alors, j'ai dit les voies de sortie. Nous avons vu les voies d'entrée. Éventuellement, les voies d'entrée, c'est pour éventuellement avoir les mesures de prophylaxie individuelles. Là, c'est conditionner les modalités de l'examen parasitologique, éventuellement mycologique, donc à rechercher, et les mesures de prophylaxie collective. Maintenant, vous entendez? Oui, madame, on vous entend. Oui. Alors maintenant, Alors, j'ai écrit, apparemment, c'était pas quand j'ai répondu, c'était pas à tout le monde, j'ai répondu, apparemment, c'était pour une seule personne. Je sais pas, vous pouvez lui, je sais pas c'était qui, il peut remettre la réponse au niveau de la conversation générale. les formes d'entrée sont les mêmes que les formes de sortie. Vous avez les mêmes voies d'entrée, les mêmes voies de sortie. D'accord? C'est-à-dire comment le parasite va se disséminer dans le milieu extérieur et éventuellement par voie digestive. Et donc, les modalités de l'examen parasitologique, la recherche du parasite ou du champignon selon les modalités de sortie du parasite. Donc, quand on dit entrée, ça va être mangé, bien sûr, la forme de contamination. Sortie par voie digestive, c'est vraiment par les fesses, c'est évidemment. Et donc, ça a la notion, ce qu'on appelle le périfécal, c'est-à-dire une mauvaise achemination des fesses d'origine humaine et des excréments humains. Au lieu que ça soit éliminé dans les voies d'hygiène normales, dans des canalisations, des eaux usées, etc., non, ça va souiller le milieu extérieur, que ce soit la terre, l'eau, les mains, etc., quand il y a une mauvaise hygiène. La différence entre voie transcutanée et passive. Justement, j'étais en train d'expliquer, je n'avais pas remarqué que c'était pour la réponse à une seule personne. Pour la transcutanée passive, s'il vous plaît, la transmission par voie transcutanée, plutôt, on commence par active, c'est le parasite lui-même qui est capable de traverser la peau saine lui-même. Il a la physiologie de liser la peau et de la traverser. C'est le cas des trois cas, anguillule, ankylostome et les schistosomes. À la faveur soit de marche pieds nus pour les deux premiers, soit en baignade dans l'eau douce, contaminée bien sûr par les larves, pour les bilharzies. Dans le cas de la transcutanée passive, là, ça veut dire le parasite va il traverse la peau facilite. Vous entendez? Je n'entends pas. Parce que c'était coupé, tout simplement. Donc, la différence, maintenant, vous comptez, voilà. La différence entre... je continue passif. Passif, l'actif, c'est bon? La transcutanée active, c'est clair. Oui, c'est clair, madame. Passive, c'est à travers la peau, mais facilité par une piqûre d'insectes vecteurs. C'est les insectes qui vont, eux, piquer la peau pour faire inoculer le parasite. Et donc, on parlera de transcutanée passive, facilité par des insectes vecteurs. C'est clair? Il y a plusieurs exemples. Le paludisme, les leishmanies, les filaires, etc. Si vous revenez au cycle du cycle, oui, indirect, oui. C'est pour ça qu'on dit passive.
Si vous revenez au cycle du paludisme, vous verrez que l'anophèle va récupérer sur son repas un stade qui va se transformer et être inoculé chez l'homme sous un autre stade au niveau donc de cette pompe. Alors, pour la différence entre hôte intermédiaire et vecteur. Alors, hôte intermédiaire, la définition, c'est que c'est un hôte dans lequel le parasite est sous sa forme larvaire ou asexué ou non mature. Il n'est pas mature. Ça, c'est un hôte intermédiaire. Et le vecteur, c'est un élément qui véhicule, c'est un insecte ou un hôte qui va véhiculer le parasite non, il le véhicule à travers, comment dirais-je, un vecteur. Il va y avoir une évolution du stade chez le vecteur qui va être transmise à l'homme sous cette forme-là, qui va donc évoluer. S'il n'y a pas le vecteur, l'évolution ne se fera pas. Si on prend le cas des schistosomes, éventuellement, oui. Non, c'est que le fait, ils veulent savoir la différence entre un vecteur et un hôte intermédiaire. Sachez qu'un vecteur peut être hôte intermédiaire. Comme la même chose. Pas forcément. Le vecteur, il véhicule la forme pathogène. C'est lui qui va, oui, pour l'homme éventuellement, bien sûr. Le vecteur, c'est lui qui va nous transmettre les formes infectieuses d'un parasite. Parfois, dans le cycle parasitaire, il est nécessaire d'avoir soit un intermédiaire pour la maturation du parasite de façon intermédiaire, soit un vecteur qui est le véhicule qui va l'inoculer. C'est le cas, c'est pour cela qu'on vous dit insectes, généralement, les insectes vecteurs, ils vont faciliter l'injection ou la transmission du pathogène, de forme pathogène. Pour le péril fécal, on a dit qu'il s'agit, oui, il y a juste la forme active, c'est juste les 3 parasites. Pour le péril fécal, ça veut dire c'est une mauvaise hygiène ou achemination, élimination des fécès d'origine humaine. Au lieu que ça soit dans les eaux dédiées, dans les canalisations dédiées, dans les eaux usées, donc séparées des eaux propres à la consommation, non, ça va être le péril fécal, une mauvaise achemination des fécès d'origine humaine, qu'elle va être dans la terre, associée parfois à des engrais d'origine humaine, et donc ça se mélange à la terre et donc ça se mélange aux végétaux, à l'eau qui va être utilisée pour l'irrigation des terres, etc., ou par les mains souillées, mauvaise hygiène de la personne. Voilà, qui va être donc source de contamination parce que l'humain est porteur du parasite qui, naturellement, ce parasite sort par voie digestive. C'est comme ça qu'on ne va pas se contaminer par le paludisme lors du péril fécal. Non. Vous comprenez, il faut que le parasite, sa voie d'élimination naturelle, c'est la forme digestive. Et donc, là, on parle de notion de péril fécal. Donc, hôte intermédiaire peut être soit un vecteur, oui, ou un réservoir. Oui, oui. On vous a donné un exemple tout à fait au début pour l'histolytica. Je prends le cas de l'histolytica par voie digestive, élimination digestive. Alors, éventuellement, le sujet va éliminer les kystes qui vont être disséminés, qui vont être, eux, la forme infestante transmise à l'homme par la suite. Je prends le cas de la voie du parasitisme actif. Donc, je prends le cas de la bilharzose urogénitale qu'on retrouve en Algérie, que pratiquement tout le monde connaît. C'est le parasite lui-même qui va infecter l'homme. C'est la forme infestante qui est la furcocercaire si on revient à nos cycles. Pour le paludisme, s'il n'y a pas de vecteur, il n'y aura pas de transmission. Il faudrait qu'il y ait le vecteur, l'anophèle, qui va donc récupérer son repas avec des formes qui vont se transformer en formes infestantes qui vont être transmises à l'homme. Une autre parenthèse, exemple dans le paludisme. L'anophèle est un vecteur et en même temps c'est l'hôte définitif du parasite. Pourquoi? Parce que chez le parasite, le plasmodium, il y aura la reproduction chez l'anophèle. Nous, on est hôte intermédiaire. On n'a pas la forme sexuée du parasite. Par contre, chez l'anophèle, les gamétocytes mâles et femelles vont se féconder chez l'insecte vecteur. Et donc, dans ce cas, en même temps, il est vecteur et en même temps, il est hôte définitif. D'accord? Si vous comprenez la notion, qu'est-ce que ça veut dire hôte définitif? Peu importe qu'est-ce qu'il est, cet hôte définitif, vous le connaissez. Ou l'animal, c'est la forme sexuée. Voilà. Où le parasite, il est sous forme adulte
ou sous forme sexuée, où la reproduction se fait chez lui. Hôte intermédiaire, le parasite, il est intermédiaire, il est immature, il ne se transforme pas en adulte chez lui. Et un réservoir, c'est la forme latente. Voilà, d'où on puise la forme d'infection infectieuse du réservoir. C'est comme le mot l'indique, un réservoir, d'où sort le parasite pour infecter donc d'autres hôtes. Ça peut être un réservoir humain, un réservoir, c'est-à-dire l'origine de la maladie Minji dit uniquement d'un homme, parce qu'on est porteur de la forme infectieuse. Elle peut se venir d'un animal comme elle peut venir de l'environnement, parce qu'il y a une phase libre du parasite et qui reste en latence et qu'on se contamine si on boit de l'eau souillée ou on marche dans de la boue contaminée, etc. Vous comprenez? Ça, c'est les différents types ou moyens comment on peut se contaminer. Ça dépend de l'espèce parasitaire. Chaque espèce est à part et d'où les notions de cycle. Ça va, c'est bon? Et l'autre intermédiaire, toujours Oui, il y a certains parasites, pas pour tous les parasites. Ça, parfois, des cycles sont monoxènes où le parasite n'a pas besoin d'hôte intermédiaire. Il évolue chez un seul hôte. On va y arriver. Pour le cas de l'histolytica. Hétéroxène et monoxène, on vous a expliqué sur les planches, on vous a envoyé tout ça bien expliqué. Alors, toujours dans le cadre des voies de sortie, par exemple, je vous donne la différence. Une voie d'entrée, ce n'est pas forcément la même voie de sortie du parasite. Par exemple, chez les Schistosoma hématobia, les bilharzies, on va se contaminer quand on nage dans l'eau et transcutané actif. Mais comment ça sort? Soit ça sort à travers les fesses pour toutes les espèces dans les selles, soit dans les urines pour la seule espèce Schistosoma hématobia. Donc après le cycle, ça dépend de chaque parasite comment il se comporte. Le parasite va évoluer chez l'autre et ensuite comment il sort, soit il sort à travers la peau, plutôt à travers les fesses ou l'urine ou la salive, etc. L'homme a des signes cliniques pour le deuxième signe clinique en deuxième piqûre de l'anophèle, c'est-à-dire, je n'ai pas compris cette question. Si quelqu'un est infecté, l'anophèle femelle va prélever des formes infectantes à partir d'un paludéen, d'un homme infecté par le paludisme. Il peut être symptomatique ou asymptomatique, ça dépend. S'il résiste, il a une certaine immunité, il peut ne pas exprimer, si vous voulez, la forme, les signes cliniques. Mais il est paludé, il possède des formes infectieuses dans son corps et que l'anophèle va prélever. Elle va les transformer, elle va les remettre chez un autre sein et la contamination peut se faire. S'il vous plaît, quand vous a donné le cycle du paludisme, on vous a dit en fait, et on a dû vous dire en cours, que lors de son repas, l'anophèle va récupérer tous les stades. Ne persistera que le stade gamétocyte qui va fusionner pour donner naissance aux sporozoïdes qui vont être transmis à l'homme. C'est ça la forme infestante qui va évoluer chez l'homme. D'accord? Réservoir, ça peut être un hôte définitif. Notion de réservoir, ça veut dire d'où on va se contaminer. La notion d'hôte, c'est où vit le parasite, où il effectue son cycle évolutif. Dans un cycle évolutif, pour tel ou tel parasite, il a besoin d'un hôte. On l'appelle parasite parce qu'il vit aux dépens d'un autre hôte.